Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de Anna Elisabeth Pick Goslar, née le 12 novembre 1928 à Berlin. Et elle est vraiment connue comme étant la meilleure amie d'Anne Frank. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu les débuts de vie de Anna. Bon, je vais l'appeler Annie dans la vidéo parce qu'en fait c'est son surnom, c'est comme ça que les gens qui la connaissaient l'appelaient. Donc je vais vous parler de son début de vie, de son arrivée à Amsterdam, de sa rencontre avec Anne Frank, mais aussi de sa déportation du coup. Et puis je vais même vous raconter un peu ce qu'elle est devenue, ce qu'elle a fait du reste de sa vie. Bon, elle est toujours vivante, hein, je tiens à le préciser. Donc comme je vous ai dit, Annelie, elle vivait à Berlin avec ses deux parents. Et quand Hitler il arrive au pouvoir en 1933, ils sont très vite partis se réfugier en Angleterre. Et là-bas, en fait, elle raconte que ses parents, ils avaient trois choix. Soit ils partaient en Amérique, soit ils partaient en Palestine, ou soit ils partaient en Hollande. Et elle ne sait pas pourquoi, mais en fait, ils ont décidé de partir en Hollande. Et c'est sans le savoir que bah, ça allait causer la perte de leur famille, quoi. Donc arrivée à Amsterdam, elle explique que sa vie en fait elle est pas si mal que ça parce qu'il y a beaucoup de réfugiés, donc ils ont énormément de voisins avec lesquels ils peuvent rentrer en contact et puis ils peuvent s'épauler quoi. Et son père, il avait très vite loué un petit appartement avec 3 pièces et dans une de ces pièces il y a fait un petit bureau où il s'occupait d'aider les réfugiés, donc il les conseillait, il était d'ailleurs super connu à ce moment-là comme étant quelqu'un qui était vraiment tous les juifs au niveau politique, enfin il les conseillait sur comment faire pour s'en sortir pendant cette période quoi. Donc la rencontre avec Anne Frank, en fait, elle se fait super vite. Une semaine à peine après être arrivée à Amsterdam, Annie et sa mère, elles décident d'aller dans une petite épicerie. Et arrivée là-bas, elles voient très vite une femme avec une petite fille. Et elles se rendent compte qu'elles ont vraiment du mal à s'exprimer et qu'elles parlent entre elles en allemand. Et donc, ben, elles vont vite aller leur parler. Et on se rend compte que c'est Anne Frank finalement qui est dans cette épicerie. Et en fait, malgré le fait que bah, elles développent une amitié puisqu'elles vont à la maternelle ensemble, mais aussi à l'école primaire, enfin elles se voient vraiment très souvent, et ben il y a aussi cette amitié de famille parce que ils sont membres de la même organisation juive, donc ils vont aussi à la synagogue ensemble. Et d'ailleurs là-bas, elle raconte Anna que en fait c'est un énorme building et dans ce building il y a un petit building pour les enfants et elle y va d'ailleurs avec Anne, donc c'est là qu'elle développe vraiment cette amitié très forte quand même. Et dans ce petit building, cette petite partie pour les jeunes, et ben ils chantent beaucoup et d'ailleurs ils apprennent à prier en chantant. Donc voilà, ils s'entendent vraiment très bien. D'ailleurs, il y a même les Goslar qui invitent les Franck à venir manger presque tous les vendredis soirs. Enfin, c'est vraiment une amitié qui est très forte. Et Annie, du coup, elle nous raconte que la plupart des samedis, elle avait le droit d'être emmenée au bureau du père d'Anne Frank, qui s'appelle Otto, parce que lui, c'est un monsieur qui travaillait beaucoup, même le dimanche, enfin, c'était quelqu'un de très influent. Et donc, il partait au bureau du père d'Anne Frank sans savoir que ça allait devenir l'annexe et donc le musée d'Anne Frank aujourd'hui. Et elle nous raconte que là-bas, avec Anne, ils y avaient vraiment leur meilleur moment. En fait, ils s'amusaient à monter à l'étage et par la fenêtre, ils jetaient de l'eau aux passants. Enfin, c'est marrant de voir qu'en fait, c'était des enfants comme nous, en fait. Euh, il raconte aussi qu'ils s'amusaient à se téléphoner d'une pièce à l'autre. Enfin, c'était vraiment leur best moment. Genre, ils adoraient ça. Donc, Annie, elle vit sa vie. Elle va à l'école. Elle voit très souvent Anne, mais ils ont aussi plein d'autres amis, en fait, ensemble. Ils sont quand même une grosse troupe d'amis. Ils ont beaucoup de copines, copains. Enfin, ça va très bien pour eux, finalement, pendant cette période. Et Annie, elle raconte dans ses récits et dans ses témoignages que à chaque fois qu'il y avait du tonnerre, des éclairs, et ben elle avait l'habitude d'aller se cacher dans le lit de ses parents. Et un jour, le 10 mai, c'était un 10 mai, elle s'en rappelle très bien, et ben il s'est passé la même chose. Il y a eu un gros orage, donc elle court, elle va dans le lit de ses parents, et c'est que le matin qu'ils se rendent compte que dans le ciel, il y a énormément d'avions. Et en fait, c'était l'invasion nazie. Donc il y a eu 5 jours de guerre. Et à la fin de cette petite guerre, et ben, c'était un pays occupé. Et alors là, c'est vraiment devenu le début des problèmes, le chaos. C'est-à-dire que ils n'avaient plus le droit d'aller dans des épiceries communes, donc ils allaient seulement dans des épiceries
fait pour les juifs et ils avaient l'autorisation d'y aller seulement de 15h à 17h. Il y avait un couvre-feu vraiment très dur, c'est-à-dire que de 20h à 6h du matin, il fallait qu'ils restent chez eux. Les endroits publics, ils étaient plus autorisés, c'est-à-dire pas de natation, pas d'équitation. Ils avaient même pas le droit de s'asseoir sur les bancs des parcs publics. Et un jour, la directrice, Dani, elle vient dans sa classe et elle lui dit que, enfin, elle dit à tous les élèves que maintenant, c'est plus autorisé pour eux de suivre les cours, que ils auront maintenant une école exprès pour les juifs, mais qui doivent quitter les lieux parce qu'ils sont plus autorisés. Maintenant, côté famille, je vais un peu plus rentrer dans les détails. Au début, Annelise, c'est une fille unique. Mais très vite, sa mère, elle accueille un bébé, donc Gabi, qui est sa petite sœur. Et elle raconte que sa mère, elle a toujours voulu une grande famille pour elle, c'était certain. Elle aurait 4 enfants au minimum. Alors, en octobre 1942, la mère d'Annie, elle est de nouveau enceinte. Gabi, à ce moment-là, elle a 2 ans et Annie, elle a 14 ans. Malheureusement, et ça c'est vraiment horrible, c'est atroce, sa mère, quand elle allait accoucher, en fait, il y a eu des complications et ils n'avaient pas le droit, enfin, elle pouvait pas avoir d'aide, même, enfin, on le voit ça dans le film Netflix, mais elle rentre pas dans ses interviews plus en détail que ça, mais on voit vraiment son père a paniqué, il lui a demandé d'aller chercher de l'aide, mais elle n'a pas pu en trouver, et quand elle est revenue, elle s'est rendue compte que sa mère était morte en couche, donc elle est décédée pendant l'accouchement et le bébé est décédé également. Donc voilà, déjà là, Annie, elle a perdu sa mère, elle est vraiment dans une mauvaise passe de sa vie et c'est très compliqué, sachant qu'il y a de plus en plus de restrictions pour les juifs, donc voilà. Et la même année, il y a le gouvernement qui envoie une liste en fait de tous les jeunes de 15-16 ans qui doivent aller dans des camps de travail. Et dans cette fameuse liste, il y a le nom de Margot Frank, qui est la grande sœur d'Anne Frank. Et ça, c'est juste pas possible pour les Frank. Leur état d'esprit, il est clair aux Frank. C'est soit ils partent ensemble, soit ils partent pas du tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les Gosselins, ils n'étaient pas au courant, mais les Frank avaient déjà aménagé l'annexe. Ils avaient déjà dans la tête, en fait, de partir se cacher dans l'annexe. Et malheureusement, ils ne pouvaient pas prendre les Gosselins, sinon ils l'auraient fait. Mais le souci qu'il y a eu, c'est que la maman de Annelie, elle était enceinte et que pour eux, c'était tout bonnement impossible de faire venir un bébé qui aurait pu les faire se faire prendre en fait. C'est très triste, mais bon, ça après on peut pas juger, on n'est pas dans le... Oui, c'est affreux, sachant qu'en plus elle est décédée, mais qu'est-ce qu'on peut dire dessus? On peut pas trop juger des gens qui sont morts maintenant en plus, donc voilà. Donc voilà, quand la liste elle est sortie, les Frank ils sont partis très peu de temps après se réfugier dans l'annexe. Et un jour, Annie, elle va chez Anne, elle va la voir parce qu'elles passent du temps ensemble, je vous l'ai dit assez régulièrement. Et, grande surprise, ils sont plus du tout là. Mais il reste le chat et ça a vraiment interloqué Annie parce qu'elle s'est dit que c'était pas possible que Anne elle parte sans son chat. Mais ils ont vu, je pense que c'était le concierge, enfin un homme est très vite venu dans l'appartement et a expliqué à Annie que ils étaient partis se réfugier en Suisse. Donc bon, elle était très triste parce que ils en avaient déjà parlé de cette éventualité et pour Annie, c'était certain que si les Francs qui partaient en Suisse, ils allaient l'emmener elle aussi. Donc déception, c'est super triste, mais déception, elle pensait qu'ils étaient partis sans elle en fait, comme ça, en l'abandonnant. Et là, ça a commencé à s'empirer de plus en plus, donc Annie, elle s'est retrouvée avec Gabi, avec son père. Elle raconte que ils ont beaucoup de chance parce qu'elle avait quand même un oncle qui vivait en Suisse et il a réussi à lui fournir, à elle et à sa famille, mais aussi, je vous en ai pas parlé, à ses grands-parents parce qu'il y avait toujours ses grands-parents, à Annie, sa grand-mère et son grand-père, pardon. Et ils ont réussi à obtenir des passeports d'Amérique du Sud. Faut savoir qu'ils n'étaient pas dans les conflits, donc en fait ils étaient considérés comme un pays neutre, donc on n'arrêtait pas les gens qui avaient un passeport d'Amérique du Sud encore à ce moment-là. Et il y a une petite anecdote comme ça qui est super triste, c'est que Annie, elle raconte qu'un jour elle était à l'école et il y a son professeur qui rentre, son professeur d'histoire qui s'appelait le docteur Presser, qui rentre dans la classe et il pleure, en fait il est vraiment pas bien et il raconte que sa femme elle a été déportée le jour même, donc ça va vraiment la marquer de voir à quel point il devenait impuissant.
Et c'est le 20 juin 1943 que le drame se produit. Ils arrivent chez elle et ils la prennent avec son père et sa petite sœur et ils sont envoyés au camp de Westerbork. Et en fait, ce camp, entre 1942 et 1944, il servait de camp de transit. C'est-à-dire que tous les gens après étaient envoyés dans des camps d'extermination, généralement en Pologne. Et donc, arrivée là-bas, elle nous raconte qu'en fait, c'était certes très sale, les conditions de travail, elles étaient horribles et il n'y avait pas beaucoup de nourriture pour tout le monde, mais c'était pas si mal en fait. Par rapport à la suite, je dis bien, c'était pas si mal parce que son père il connaissait le directeur, le directeur de l'orphelinat, parce que oui, il y avait en fait une partie orphelinat dans ce camp de transit. Et en fait, elle a eu de la chance parce qu'elle a pu se porter volontaire pour nettoyer les toilettes dans cet orphelinat. Donc elle s'occupait des enfants, mais elle allait aussi nettoyer les toilettes. Et en fait, elle nous raconte que les toilettes, ils étaient très proches de la porte de sa cabane. Quand la porte était ouverte, son père s'arrangeait quand ils travaillaient pas, de passer et ils avaient le droit, c'était les seuls moments, ils avaient le droit de s'échanger des mots, ils se dépêchaient bien sûr, hein, mais c'est les seuls moments où elle pouvait communiquer avec son père. Parce qu'elle n'était pas avec son père, bien sûr, les hommes et les femmes étaient séparés, elle n'était pas non plus avec sa grand-mère et son grand-père. En novembre 1943, il y a son grand-père qui est malheureusement décédé d'une crise cardiaque. Et une semaine après, parce que comme je vous ai dit, elle s'occupait des toilettes, donc elle avait tissé des liens avec les enfants, surtout avec une certaine Sarah Eva Fleischour. Et c'est une toute petite fille qui était là avec son petit frère, ou son grand frère, ça n'a pas été mentionné. Et elle raconte qu'une semaine après la mort de son grand-père, ils sont venus chercher les enfants. Ils ont laissé que 10 filles, et Sarah, elle n'a pas été laissée avec eux. Ils les ont pris et on le sait, ils sont tous morts. Tous ces enfants sont morts. Et ça l'a vraiment, 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 vraiment peiné. Parce qu'elle a toujours eu euh, un amour pour les enfants et ça l'a traumatisée. Et c'est en janvier 1944 que malheureusement, elle a été déportée au camp de concentration Bergen-Belsen. Et son voyage, donc elle a été mise encore dans des trains, hein, dans des convois, et son voyage, il a duré au minimum 2 semaines puisqu'elle est arrivée le 15 février 1944. Donc dans des conditions horribles. Elle était avec sa grand-mère, son père et sa petite sœur. Donc là, elle arrive, elle est tout de suite séparée de tout le monde, bien sûr, mais elle a toujours Gabi avec elle. Et le problème, c'est qu'elle va devenir toute jaune. En fait, malheureusement, elle a attrapé une jaunisse, donc elle va devoir être mise en baraque d'isolement. Et là, pour elle, c'est le drame parce que elle doit s'occuper de sa petite sœur qui est toute petite, elle peut pas la laisser toute seule, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle commence à parler parce qu'elle connaît personne, hein, là-bas. C'est pas comme au premier camp de transit où là, il y avait des gens qui connaissaient, qui pouvaient voir, donc ça les rassurait un peu. Là, non, elle connaît personne. Sa petite sœur, elle a besoin d'avoir quelqu'un pour s'occuper d'elle tout le temps et elle doit être isolée. Donc elle commence à parler un peu aux femmes qui l'entourent. Et c'est là qu'elle rencontre Béatrice Abraham, qui est dans le film d'ailleurs, une super bonne âme, qui va s'occuper de Gabi pendant qu'elle est en isolement. Et les choses, alors en plus que c'est une condition de vie horrible là-bas, je veux dire, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médicaments, il n'y a que du travail, c'est des... Enfin, les cabanes, on le sait, c'était horrible. Ils dormaient les uns sur les autres, ils n'avaient pas de quoi se couvrir. Le climat là-bas, il est horrible, il fait super, super froid en hiver. Enfin, c'est terrible. Et en septembre 1944, il ramène énormément de gens des camps de travail de Pologne. Et le gros problème, c'est que ces gens sont infectés par des puces ayant le typhus. Donc quand je dis des puces qui ont le typhus, c'est bien sûr qu'ils le transportent. Donc ils transportaient le typhus et ils contaminaient tout le monde. Le problème, c'est que quand on est en sous-nutrition, qu'on n'a pas de médicaments et quand on travaille tout le temps dans des conditions déplorables, le typhus, ça achève directement. Enfin, c'est super dangereux. Et un jour, il y a énormément de rumeurs qui disent que 7000 femmes vont être transportées jusqu'au camp. Et elle se rend vite compte qu'ils bâtissent des grosses tentes, des immenses tentes derrière une barrière pour du coup accueillir les femmes parce qu'il n'y a pas assez de place. Et une femme qui était avec elle vient la voir et lui dit que Anne Frank est parmi ces 7000 femmes. Et là, elle ne peut pas y croire, pour elle, c'est pas possible parce que Anne Frank, elle est censée être en Suisse, elle est censée être en sécurité. Et là, elle comprend vraiment, vraiment plus rien. Donc le soir même,
Elle prend son courage et elle essaye de pas se faire voir, bien sûr. Elle va jusqu'à la barrière au plus près possible. Et là, elle commence juste à dire allô, allô. Et là, c'est incroyable parce que le monde vraiment, enfin, je veux dire, des fois, il est vraiment petit. Il y a une dame qui va lui répondre, mais cette dame, c'est Madame Van Pels. Et si vous avez vu le journal, si vous avez lu, pardon, le journal d'Anne Frank, vous la connaissez parce que c'est une dame qui était cachée dans l'annexe avec son mari et son fils. Et donc c'est incroyable en fait. Tout de suite, elle vient la voir et elles ont à peine le temps de parler une demi-minute que... Enfin, elle lui dit juste, je cherche Anne Frank, je la connais, j'ai besoin de la voir. Et donc, Madame Van Pels, elle part. Et Anne-Lee, elle raconte qu'elle a attendu à peu près 6-7 minutes. Et là, Anne Frank, elle est juste derrière, quoi. Elle arrive, du coup, et elles arrivent à se voir par un petit trou qu'il y a dans la fence, dans la barrière. Et bon, malheureusement, c'est plus du tout la même Anne Frank qu'elle a connue. Elle a le typhus, donc en fait, elle a plus de cheveux. Elle est vraiment super maigre. Elle est habillée avec seulement comme une couverture autour d'elle. Et ouais, là, du coup, ça lui brise le cœur, mais elles arrivent quand même à parler, donc elles racontent que tout de suite, elles ont pleuré. Tout de suite, c'est la première chose qu'elles ont fait. Elles ont pleuré quand elles se sont vues. Et elles ont discuté rapidement de leur famille. Donc, elle a pu expliquer, Annie, qu'elle avait perdu sa mère, qu'elle était avec sa petite sœur, que son grand-père était mort, que sa grand-mère était vraiment dans des mauvaises postures et que son père était très malade parce qu'à ce moment-là, il était déjà malade, le père d'Anne-Lee, d'une infection au poumon. Et Anne Frank, donc, elle lui raconte que sa mère était morte, que son père, elle le pensait mort aussi. Enfin, ses deux parents, elle pensait qu'ils étaient morts, alors que ça a été prouvé, mais ils étaient tous les deux encore vivants à ce moment-là. Sa mère, elle, Anne Frank, elle est morte en fait en janvier d'une dénutrition, et son père a survécu. C'est le seul survivant des Frank d'ailleurs. Donc Anne Frank, elle pensait que ses parents, ils étaient morts. Et Margot, elle était malheureusement en train de mourir. Margot, c'est, je vous le redis, mais je l'ai déjà dit, je crois, c'est la grande sœur de Anne Frank. Et elle était vraiment en train de mourir, malheureusement. Et donc, voilà, elle raconte un peu tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Et elle lui explique que non, elle est jamais partie en Suisse parce que Annie, elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Comment c'est possible? T'étais partie te cacher en Suisse, comment c'est possible que tu sois là quoi? Et Anne Frank, elle lui dit qu'elle était jamais partie en Suisse en fait, qu'elle était partie, c'est ses mots, se cacher dans le bureau de papa. Donc voilà, elle lui raconte qu'elle était partie se cacher dans le bureau de son père et que malheureusement quelqu'un les a trahis, donc ils ont été arrêtés. Et tout de suite, Anna, enfin déjà elle avait vu qu'elle était comme ça. En fait, même si c'était dans le même camp, il faut savoir que vu qu'ils étaient contaminés par le typhus, enfin, les conditions, elles étaient quand même différentes d'une partie d'une autre. Bien sûr, dans la deuxième, c'était pas non plus la joie, hein, c'était horrible. Mais Anne était vraiment dans la partie où ça sentait encore moins bon, quoi. Donc Anne, elle a dit j'ai faim, on n'a rien, s'il te plaît, si tu peux faire quelque chose, aide-moi, quoi. Et Anna, elle lui a dit t'en fais pas, je vais faire tout ce que je peux rien te promettre, mais je vais faire tout ce que je peux. Attends 2-3 jours et j'essaierai de t'amener quelque chose à manger. Donc Annie, elle est repartie dans son côté du camp et elle a parlé rapidement à toutes les femmes qui l'entouraient de Anne Frank, qu'elle avait plus de nourriture, qu'elle était malade, que sa sœur elle allait sûrement mourir. Et alors c'est génial, mais il y a eu un élan de générosité et tout le monde a décidé de donner un petit truc dans un petit paquet pour Anne Frank. Donc elle a eu des prunes séchées, des morceaux de cookies, il s'appelle ça cookies, mais en réalité c'est du pain sec qui peut se garder longtemps, des morceaux de pain. Elle a pu mettre un morceau de sucre dedans aussi et des chaussettes, des gants, enfin plein de petits trucs comme ça, c'est trop beau de voir ça. Et donc 3 jours après, elle est repartie du côté de la barrière, elle a appelé Anne Frank qui est venue et elle a essayé de lui lancer par au-dessus de la barrière, mais elle ne pouvait pas vraiment bien la voir et encore moins vu qu'elle essayait de prendre de l'élan, donc elle s'était vraiment reculée, il faisait noir, enfin il faisait noir parce qu'il faisait ça dans la nuit. Donc elle a essayé de lui lancer le petit paquet et là, parce qu'il faut savoir que de l'autre côté de la barrière, il y avait plein de femmes qui étaient affamées, elle a entendu Anne Frank
hurler, se débattre et puis pleurer. Et elle a vite compris qu'en fait quelqu'un était venu lui voler sa nourriture en fait. Et bon, elle a essayé de rassurer Anne en lui disant qu'elle réessayerait. T'inquiète pas, je vais pas t'oublier, je réessaye dans 2 3 jours. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc 3 jours aussi, ou 2 ou 3 jours après, elle est revenue à la barrière et elle a réussi cette fois-ci à lui donner un paquet. Anne, elle a pu l'attraper, elle a pu manger un petit peu et en donner un petit peu à sa sœur. Et elles se sont revues une dernière fois en février. C'était à ce moment-là qu'elle voyait Anne pour la dernière fois. En fait, le problème c'est que Margot, la sœur d'Anne, elle est décédée. Donc à ce moment-là, Anne, elle avait plus personne, quoi. Elle avait aucun espoir. C'est ce qu'Anne-Lee, elle essaye de nous faire comprendre, c'est qu'elle avait plus d'espoir. C'est difficile de survivre déjà. Alors c'est difficile de survivre quand t'as pas d'espoir. Et donc quand Margot est décédée, Anne a suivi peu de temps après, je crois que c'est 2 semaines. Et elle explique donc qu'elle avait plus d'espoir en fait pour se battre, alors que Annie, elle a toujours eu Gabi. Parce que malheureusement son père est vite décédé de son infection au poumon aussi. Sa grand-mère également, mais alors elle, j'ai pas retrouvé tant que ça de choses sur sa mort. C'est juste marqué qu'elle est décédée dans des conditions inhumaines. Et donc voilà, Annie, elle avait quand même Gabi et elle le dit, c'était son rock, c'est ça qui a fait qu'elle est encore vivante aujourd'hui. Sachant que Anne est morte 2 semaines après la libération des camps qui a été fait le 27 janvier 1945, et ben en fait très rapidement après la mort d'Anne, et ben il y a Anna qui a aussi été libérée avec sa petite sœur. Donc là elle avait 16 ans et elle a été mise dans un train. Ce train normalement devait aller jusqu'à, alors c'est très difficile à dire, c'est Theresienstadt, enfin c'est compliqué à dire. Et ça, c'était un camp de concentration qui a été construit par les SS. Et donc, si ce voyage il a duré 2 semaines, c'est parce que ils allaient vraiment, ils faisaient pas juste aller directement d'un point A à un point B, ils devaient s'arrêter dans d'autres camps pour aller chercher d'autres personnes juives. Et heureusement, le 23 avril 1945, il y a l'armée rouge qui a libéré le train. Donc ça a mis longtemps, mais au bout de quelques mois, Annie, elle a pu rejoindre du coup Amsterdam. Elle est restée vraiment très très longtemps hospitalisée pour se remettre du coup, parce qu'elle était dans un état horrible. Et c'est trop mignon parce qu'il y a le père d'Anne Frank, Otto, du coup, qui est venu la voir, il lui a rendu visite. C'est d'ailleurs lui qui lui a appris la mort d'Anne Frank. Et les mois qui ont suivi, vraiment, il allait la voir régulièrement. Et grâce à son assistante et à lui-même, Otto Frank, ils ont pu envoyer Annelie et sa petite sœur en Suisse auprès de leur oncle. Alors là, je rigole en disant ça parce qu'en fait, c'est trop mignon de voir à quel point, malgré qu'il avait perdu toute sa famille, il était là pour elle quand même. Il est parti la voir, il l'a aidée. Et ça, c'est vraiment, c'est une bonne personne, quoi. Donc elle a pu rejoindre son oncle en décembre 45. À partir de ce moment-là, du coup, elle a pu retourner à l'école, elle a pu reprendre du poil de la bête. Et en mai 1947, son oncle est parti vivre en Israël. Ali, elle a pu le rejoindre seulement le 30 mai. Et Gabi, elle a pu les rejoindre 2 ans plus tard seulement. C'est un peu triste, mais bon. Et arrivée là-bas, elle était dans un village religieux et elle a dû apprendre l'hébreu. Et c'est en 1948, donc Gabi, elle était toujours pas arrivée auprès d'elle, qu'elle est partie vivre à Jérusalem pour faire ses études d'infirmière. Et malheureusement, elle a dû faire face à la guerre d'indépendance d'Israël. Donc à ce moment-là, elle travaillait dans les zones de combat pour aider les blessés. Elle a aussi très vite été travailler dans le secteur pédiatrie, pareil hein, pour les rescapés de guerre, dans le Birkus Cholim Hospital. Et donc voilà. Après, en 1950, elle s'est mariée, elle a rencontré du coup un homme fabuleux avec qui elle est restée mariée toute sa vie. Ils ont eu 3 enfants, 2 petits garçons et une petite fille. Et elle a maintenant des dizaines de petits-enfants. Il faut savoir qu'elle a jamais arrêté de faire le tour du monde pour parler d'Anne Frank, mais aussi de son histoire du coup. Et c'est une femme vraiment... elle a acquéri, je pense, tellement de sagesse maintenant. C'est vraiment quelqu'un de bien et je vous conseille de regarder ses interviews parce c'est une femme forte quoi. Elle avait vraiment vécu beaucoup de choses et malgré ça, elle sourit, elle est heureuse de sa vie. Enfin, c'est génial de voir ça.
Avant de conclure cette vidéo, je voulais juste reprendre quelques petites parties du livre d'Anne Frank parce que du coup, moi j'ai connu Anne-Lee comme étant la meilleure amie d'Anne Frank après avoir lu son journal parce que dans son journal, elle emploie pas vraiment ces termes-là, enfin si, mais vous allez voir que je pense que c'était sa meilleure amie, mais c'était en fait, elle en avait plusieurs Anne Frank en réalité, donc c'était, c'est sûr, hein, de très bonnes copines, mais je voulais quand même reprendre ce qu'elle disait Anne Frank d'Anne-Lee parce que c'est important et je pense qu'il faut un peu voir ce qu'elle en pensait. Donc je vous lis une petite partie. Avant, Annie et San étaient mes deux meilleures amies. Et quand on nous voyait ensemble, on disait toujours voilà Anne, Anne et San. Je n'ai connu Jacqueline Van Marsen jusqu'au lycée juif et maintenant elle est ma meilleure amie. Donc voilà, je pense qu'on en avait plusieurs. Et en fait, Anne Frank, dans son journal, il y a une partie où elle met tous les noms de ses amis et elle fait une petite descriptive de ce qu'elle pense vraiment d'eux. Et donc c'est super intéressant de voir ce qu'elle pensait d'Annie en fait. Annie Goslar, ou Lize, comme on l'appelle à l'école, est une fille un peu bizarre. En général, elle est timide et chez elle très insolente. Elle va toujours tout raconter à sa mère, mais elle dit franchement ce qu'elle pense et ces derniers temps surtout, je l'apprécie beaucoup. Voilà, maintenant vous savez toute l'histoire d'Annie. J'espère qu'elle vous a autant passionné que moi. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Merci, en tout cas, je voulais prendre juste une petite minute pour remercier du coup tous ceux qui s'étaient abonnés à ma chaîne et qui regardaient mes vidéos, qui lançaient des petits j'aime aussi. Ça fait vraiment super plaisir et donc merci à vous vraiment d'être là pour moi, c'est trop cool quoi. Voilà. Sur ce, peace. When I go and tell about the Holocaust, I say always that I think we are all created in the image of God, and if we have another color or another religion or even another meaning, we should try to live more in peace together. That's what I hope.